Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologie, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Vivre avec le VIH ne se résume pas qu'à la santé physique, mais également au bien-être émotionnel et à la poursuite d'objectifs personnels. Aujourd'hui, l'espérance de vie pour une personne vivant avec le VIH est sensiblement la même qu'une personne séronégatif. Toutefois, l'affection au VIH peut exposer à certaines carences et augmenter le risque de développer certaines maladies. Donc, il est essentiel d'avoir une bonne qualité de vie. Comment vivent-ils avec le VIH et comment ils ont su tenir le cap? Nous allons en parler dans un instant avec Monsieur Augustin Docla, qui est président du réseau des personnes vivant avec le VIH-Sida, le RAS+, et également avec Madame Eugénie Thiédré, qui est psychologue clinicienne, et Monsieur Amega Yao Yaira, jeune ambassadeur et sociologue de formation. Donc ils sont avec moi. Mais avant tout ça, nous allons voir une petite vidéo de micro-trottoir pour en savoir un peu plus sur la vie des personnes qui connaissent le VIH-Sida. La régie, s'il vous plaît. Oui, je connais le sida, comme tout le monde aujourd'hui. C'est une maladie très grave d'origine virale. C'est une maladie qui se transmet par beaucoup de moyens, par le contact du sang, par l'utilisation par exemple des objets tranchants tels que la lame, les rasoirs, beaucoup de choses que vous utilisez en commun avec quelqu'un qui est atteint de la maladie. Et bien, vous pouvez rapidement contracter la maladie. Il y a aussi par le sexe, les rapports sexuels, ça se transmet également par les sécrétions. Et donc quand vous prenez des moyens, je pense que oui, on peut vivre avec quelqu'un qui a le sida. Aujourd'hui, la technologie a évolué, la science aussi a évolué. Et donc on peut vivre avec quelqu'un qui a le sida si on prend les dispositions qu'il faut. Bon, maladie la même, c'est pas bon. Et ça transmise ciseaux, couteaux, même l'amour aussi. Oui, on peut vivre avec la personne qui a maladie de sida. On mange ensemble, on cause ensemble. Mais si c'est homme, femme, faut pas faire avec chose là. Sinon ça va donner. Sinon si c'est manger là, on fait tout ensemble. On mange ensemble, on lave ensemble. Oui. Le VIH-Sida se transmet par rapport sexuel, par l'allaitement de la mère à l'enfant et par coupure d'objets souillés. Bien sûr, je suis capable de vivre avec une personne atteinte de la maladie. Le VIH se transmet par coupure. Tant que cette personne-là ne me transmet pas son sang, je suis capable de vivre avec. Je peux même partager des assiettes avec cette personne, ne pas la discriminer. Parce que souvent, on discrimine ces personnes-là et ces gens ont du mal à vivre et n'arrivent même pas à s'aimer soi-même. Or, s'aimer soi-même, c'est déjà une façon de guérir de cette maladie. Oui, je connais bien la maladie. Je pense que c'est une maladie qui est sexuellement transmissible. Je dirais oui et non. Parce que si c'est quelqu'un de familier, oui, je serai obligée de vivre avec. Mais sinon, non. Je ne pense pas. Il y a les voies sexuelles, mère-enfant et l'utilisation des objets souillés de sang. Oui, très bien. Je peux la côtoyer, ou bien je peux les côtoyer. Tant que je prends bien mes précautions avec eux, il n'y a pas de souci. Merci à toutes ces personnes qui ont aussi participé à cette vidéo. C'est vrai que la vie de tout un chacun est variée, n'est-ce pas, Monsieur Augustin, Monsieur Augustin Docla. Je rappelle que vous êtes président du réseau des personnes vivant avec le VIH-Sida. Bonjour, comment ça va? Bonjour Madame Messi, je suis très fatigué, mais je suis sur mes deux pieds pour le moment. Je tiens le coup, je ne lâche pas prise. Non, dans la tête, je vais très bien. Il ne faut pas lâcher prise. Merci. Il ne faut pas lâcher prise. Oui. Je vais présenter également Madame Eugénie Thiédré, qui est psychologue clinicienne. Bonjour Madame, comment ça va? Je me porte très bien. Très Bonjour, bien. Merci. La sensibilisation, on est là pour ça. On est aussi là pour parler à la population et puis le combat continue.
Bonjour Monsieur Yajra Amega, comment allez-vous? Super bien. Super bien. Tu vas bien. Donc vous êtes jeune ambassadeur et sociologue de formation. Tout à fait. Ça va? Ça se passe bien? Super bien. En tout cas, merci à tous d'être avec moi ce matin sur ce plateau. Donc on va continuer à parler du VIH jusqu'à ce que ça s'arrête. Ça s'arrête. Hein? oui, ça s'arrête. C'est le mot. oui. Donc, Monsieur Augustin, dites-nous, racontez-nous un petit peu vos débuts, comment ça s'est passé, comment vous avez appris la nouvelle. Ah, ok, j'ai une longue histoire. Le temps que nous allons passer ici ne suffirait pas pour raconter. Pas, mais bon, on va faire avec. Mais 30 ans, 35 ans de vie avec ce foutu virus. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé à la suite d'une longue maladie de 3 mois qui m'a cloué au lit au service infectieux de CHU Sylvanus Olympio S. CHU Tocoin. Et après l'hospitalisation de 3 mois, 81 jours, c'est beaucoup. Et je mourais mais malheureusement dans ce service personne m'a demandé d'aller faire le test dans l'année là. Bon, c'est aussi difficile en 90 de pouvoir demander quelqu'un facilement comme ça d'aller faire son test sérologie lié au VIH/SIDA. Mais les premiers symptômes, je pense qu'on démarrait autour de 88-89. Les premiers vrais symptômes, c'est après que je fais tous ces recoupements là, parce que j'ai été à la phase SIDA, je mourais et heureusement, je suis allé faire un dépistage volontaire. Après ma sortie du CHU, Sylvanus Olympio, je suis allé au CCD, qui est le Centre de conseil de documentation du Programme national de lutte contre le sida et les hépatites virales, ainsi que les infections sexuellement transmissibles, 6 à Tocoin Sebevito, où je suis allé faire un test volontaire. Et la dame, Madame Mouna, que je la salue en passant parce que ça m'a resté gravé, c'est la conseillère qui m'avait reçu, une belle dame. Et à cette période-là aussi, vous n'avez pas le résultat certainement. C'est une semaine après que vous devez revenir pour avoir le résultat. Elle m'a fait le conseil et puis elle m'a annoncé et elle m'a demandé si je suis prêt à pouvoir venir. J'ai dit c'est pour cela que je suis arrivé. Alors ils m'ont prélevé et m'ont donné un rendez-vous. Je l'ai fait un lundi, je pense que c'est vendredi que je suis revenu pour prendre le résultat. Elle a encore démarré les BABA sur les conseils et puis les résultats éventuels. Et c'est là-bas qu'elle m'a annoncé que je vis avec le VIH. Franchement, c'était un ouf de soulagement parce que je tirais le diable par la tête. Normalement, l'expression, c'est on tire le diable par la queue. Mais une fois que vous tirez le diable par la tête, c'est que c'est fini pour vous, quoi. C'est fini pour vous. Et c'était un ouf de soulagement parce que enfin, je sais de quoi je souffre. Parce que quasiment sur 10 ans, j'étais mort. J'étais mort et je mourais. Parce que mon hospitalisation suite à une pneumonie au CHU, j'ai traîné quasiment une fièvre de 40 à 42 sur quarantaine de jours. Oh. Ça ne chutait pas. Malgré tout ce que les médecins mettaient, ça ne chutait pas du tout. Ça ne chutait pas. Bon, c'était un ouf de soulagement. Mais comment vous avez su, avec ces symptômes-là, que c'était vraiment le test-là qu'il fallait faire? Pas nécessairement le test-là, parce que déjà dès 86-87, j'étais les jeunes pères éducateurs auprès de l'association togolaise pour le bien-être familial, où nous faisons des sketchs pour sensibiliser les jeunes et les adolescents dans les établissements scolaires. Je suis déjà engagé autour de 1986-87 auprès de l'association togolaise. Nous étions les premiers pères éducateurs dans le cadre de les IST, les grossesses en milieu scolaire, tout ce qui est santé sexuelle. Oui. Mais après, lorsque je tombais malade, j'allais systématiquement à l'hôpital. Je ne restais pas du tout à la maison. Ma maman, père à son âme, qui m'accompagnait dans tout le traitement, et je ne soupçonnais guère que c'était le VIH/SIDA. Mais après mon hospitalisation de 3 mois, après un truc que je raconterai juste après, je me suis dit, à cette période, c'était véritablement un mourant. Tu dois mourir. Et on faisait des blagues à qui le tout, parce que dans ce service, à cette période-là,
on part chaque jour. Quelqu'un doit mourir. C'est comme ça. C'est non négociable. Ouais. Et entre nous, les patients, les pensionnaires de ce service, on se faisait la blague à qui le tour? Parce que quelqu'un doit partir. À qui le tour, c'était pas une blague assez. Mais ça nous permet aussi de refuser de mourir, de survivre. On dit à qui le tour, mais on ne veut pas mourir. Oui. Vous voyez, à qui le tour. Et après que j'ai eu ces signes et autres là, il y a un médecin d'alors qui me connaissait sur les plateaux de théâtre ou sur les scènes de théâtre qui passait aussi régulièrement chez moi. Mais après, je pense qu'elle m'évitait. Je suis là, elle ne passait plus systématiquement chez moi. Avant, elle passait systématiquement chez moi. Même si après les visites, on arrivait à se coucher par terre devant notre cabine et autres là. Elle fait de ne pas me voir. Ma maman me dit, Augustin, elles sont envahies. Tu vois? Mais bon, après, non, il n'y a pas des trucs comme ça. Alors, à la sortie, une fois que je suis descendu du CHU, je n'ai pas totalement retrouvé mon état. Et je suis allé dire à mon cousin Polycarpe, que je ne comprends plus ce qui m'arrive. Je dois aller faire le test du VIH. Il dit, mais Augustin, pourquoi toi tu veux aller? Non, s'il y a des gens, c'est peut-être eux qui devront aller. Pourquoi toi tu as fait quoi pour avoir le VIH? J'ai dit, on va aller faire ça aussi, voir si ce n'est pas ça, on va chercher ailleurs. Et c'est ça qui m'a amené faire le test anonyme volontaire au CCD et c'est révélé positif. Et c'est le même jour qu'on m'a annoncé mon résultat positif. La dame me dit, il y a une association de personnes vivant avec le VIH-Sida ici. J'ai dit, montrez-la moi. Je suis allé, j'ai vu deux superbes dames extraordinaires, Maggie, paix à son âme, et Madame Brigitte. Il n'y a que ces deux pauvres dames. Et je me suis dit, mais vous n'êtes que deux à travailler ici. Brigitte est la seule personne permanente. Maggie travaillait au CHU. Elle est assistante médicale. Et me dit, bon, c'est elle seule. Je dis, je lui laisse tout ce que je faisais. Je m'engage dès ce jour-là. Ma cause, c'est pour la lutte contre ce foutu virus. Très belle histoire, hein. Enfin, franchement, il faut beaucoup de courage pour faire ça. Eh oui. Monsieur Yaïra, je peux dire Yaïra. Oui, Yaïra. Alors, et vous, comment ça s'est passé? Je veux dire que c'est un facteur commun. Je vis avec le VIH depuis ma naissance, disons plus de 28 années. Avant même le test de dépistage, mon corps était comme un aimant de maladie et d'infection. Je traversais de maladie en maladie sans qu'on me trouve une solution favorable. Et c'était lors d'une consultation publique, consultation ouverte à tout le monde, qu'il y avait l'ONG Aspofem. Je ne sais pas si il existe encore. L'ONG Aspofem qui a voulu me faire le test de dépistage ce jour. Le jour-là, j'avais la gorge enflée. Il y avait une autre infection, une autre maladie qui était encore là. Et ils ont demandé que je fasse le test de dépistage. Et c'est là ils constatent que je vis. C'était à quel âge ça? Je vais dire que c'était en 8-9 ans. C'était en 8-9 ans. Et c'est là ils constatent que j'ai le VIH. Et c'est là on me rapporte que c'est le même virus qui avait tué mes parents, vu que je suis orphelin de père et de mère. Le père étant parti très tôt, même juste quelques mois après ma naissance. La maman, c'était en 2023. Donc, j'avais la même infection. Mais l'annonce, je ne l'ai eu qu'en 2007. C'était lors d'une visite d'une psychologue au niveau de l'ONG Aide et Réconfort Aidé, gérée par l'assistant Fonzan Dominique. Et c'était là, l'assistance psychosociale me notifiait. Elle m'a premièrement demandé, je vivais avec qui, je lui ai dit que je suis avec les demi-frères, les frères et les sœurs, vu que bon, la maman et le père ne sont plus là. Elle me dit que c'est comme ça. Elle a une nouvelle pour moi. Est-ce que je peux supporter? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Le bémol, c'est que c'est pas si c'est issu de la formation, c'était une erreur issue de la formation. Bien. Elle ne m'a pas dit que je vivais avec le VIH. Elle m'a dit que j'ai le sida. Or, nous, à l'école, dans la rue, on stigmatisait. Moi-même, je contribuais à stigmatiser en ces temps-là les personnes
parce que nous, on ne parlait pas du VIH, on parlait du sida. Elle, autre qui avait l'information que le VIH est différent de la maladie du sida n'a pas notifié que non, Yaira, tu n'as pas le sida, mais tu as le VIH. Et elle m'explique que le VIH, il y a un traitement, mais elle me dit que j'ai le sida. C'était tout le ciel qui m'était tombé dessus. Ah, j'imagine bien. Ouais, c'était tout le ciel qui m'était tombé dessus. J'ai multiplié les tentatives de suicide. Wow. Aujourd'hui, je marche pas bien parce que bon, il fut un temps, je me suis même donné à une voiture. Ouais. Les produits qu'on me donnait, je pouvais en prendre 10 à une seule prise, alors que je devais juste en prendre 2 pour voir à cette époque-là. Donc c'était beaucoup ardu, c'était beaucoup difficile, juste après l'annonce, mais aujourd'hui tout va bien. Je vis positivement avec le VIH. Ah, Inch'Allah, franchement c'est bien. Est-ce que c'est une faute grave ça, par rapport à l'annonce de... Oui, les spécialistes vont en parler. L'annonce est fondamentale. L'annonce pour toute maladie, toute infection, toute pathologie, elle est fondamentale et elle n'est pas aussi simple. Elle suit des démarches. Il ne faut pas annoncer pour annoncer, parce que lorsque vous voulez annoncer, c'est pour un résultat. Et ça a des méthodes, c'est scientifique. On n'annonce pas pour annoncer comme on dit, vous revenez de champ pour venir entonner un champ, quoi. L'annonce est importante. C'est ce que je disais, la dame là m'a pris, même si elle me voyait mourir, parce que je lisais malgré son professionnalisme, je lisais toute la tristesse, mais j'étais plus fort, à la limite plus qu'elle, parce que elle me voyait partir. Parce que j'avais quitté quasiment 75 kilos à plus de 42, 43 kilos lorsque je sortais du CHU. Mais dans la tête, j'ai pitié de ceux qui me voient mourir, quoi. Vous voyez? La détermination aussi. C'est ça. Et la dame a su m'annoncer et en même temps, elle m'a dit qu'il y avait une structure à côté aussi. J'ai dit, bon, montrez-la moi. Je vais descendre tout à l'heure. Et je suis allé, je ne les ai plus quittés jusqu'à maintenant. Ouais. Ça fait 25 ans que je ne les ai plus quittés. Madame Tchedré, dites-nous, comment est-ce qu'on prépare l'annonce justement déjà aux malades et puis comment on prépare ça? Comme Augustin le disait, l'annonce ce n'est pas banal en fait. Que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, il faut toujours l'annoncer de façon, je dirais, solennelle et très délicate. Quand c'est une mauvaise nouvelle, et surtout quand il s'agit du VIH, beaucoup de personnes ont une représentation négative du VIH, même la personne elle-même qui est concernée. Et donc pour faire cette annonce-là, il faut prendre beaucoup de précautions. Et il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, une personne qui vient se faire dépister, il y a déjà une procédure, c'est-à-dire un conseil avant le test, un conseil après le test, c'est-à-dire on donne le résultat, on fait l'annonce et on fait un soutien post-test. Maintenant, pour le cas de figure de Yaira, en fait, lui, il était plus jeune, je pense qu'il devait avoir 12-13 ans, je crois. Ouais, au niveau de l'annonce, c'était 12 ans. C'était 12 ans, voilà. Et pour un enfant, un adolescent, on ne le lui annonce pas comme ça, en fait. Et puis, il a bien précisé, le VIH, ce n'est pas le sida, en fait. Le VIH, c'est l'infection. On peut vivre avec normalement et positivement, mais le sida, c'est la maladie. Et la prise en charge, c'est pour éviter la maladie qu'on appelle le sida. Je pense que la vidéo qui est passée, beaucoup de gens parlaient du sida et tout ça, mais je pense que c'est aussi des terminologies à déconstruire. En fait, une personne vit avec le VIH, mais n'est pas forcément atteinte du sida, n'est pas malade du sida. Et donc, l'annonce, en fait, il faut prendre beaucoup de précautions. Beaucoup de précautions. Et comme je le disais au départ, ça dépend des cas de figure, en fait. Pour un enfant qui vit avec le VIH, il faut le préparer progressivement pour préparer le parent et aussi trouver le moment propice, l'endroit propice pour faire cette annonce et faire également un suivi post-annonce parce que ce n'est pas facile déjà pour un adulte d'apprendre qu'il vit avec le VIH, d'autant plus pour un enfant, un adolescent. On va marquer juste un temps de pause, on va revenir juste après les informations. Reste avec nous.